Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir une partie de la chimie très importante. Cette partie porte ici sur la cinétique chimique. Pour comprendre ici la cinétique chimique, tu peux prendre l'exemple sur une personne qui est en train de cuisiner. La personne connaissant ici le timing pour sa cuisine, tu vas même voir pour le cas des spécialistes de la gastronomie, peuvent définir le temps au bout duquel ils doivent ici cuisiner une nourriture spécifique. Du coup, le fait de connaître le timing d'une cuisine, de cuisiner, de voir la procédure, ça te permet donc de voir, de suivre l'évolution de cette cuisine-là. Or, en suivant l'évolution de cette cuisine, tu parviens à établir ou bien à relater, à connaître ici la vitesse d'évolution de cette cuisine en fonction du temps. Donc, la partie de la chimie qui va donc s'occuper de l'évolution des systèmes, de l'étude de la vitesse des réactions, cette partie est appelée la cinétique chimique. Pour comprendre donc la cinétique chimique, il va falloir respecter ces plans. Et voilà, voici donc le deuxième chapitre auquel nous allons parler. Qu'est-ce que la cinétique chimique? Comme on avait déjà pris dans l'exemple, une personne qui est en train de cuisiner, la personne peut définir le timing pour sa cuisine ainsi que définir la vitesse avec laquelle la cuisson va évoluer. Si la personne veut que la cuisson soit rapide, la personne va essayer d'activer certains facteurs pour pouvoir accélérer ici cette cuisson. De même, si la personne veut que la cuisson soit vraiment retardée, la personne aussi va activer certains facteurs de base pour pouvoir retarder la cuisson. Le fait donc d'étudier l'évolution de la vitesse des réactions, on parle donc ici de la cinétique chimique. C'est la raison pour laquelle, par définition, la cinétique chimique est l'étude de la vitesse des réactions en fonction des facteurs dont cette vitesse dépend. Alors, la cinétique va étudier la vitesse des réactions, cependant ces vitesses-là vont être modifiées en fonction de certains facteurs. On prend l'exemple d'une personne qui est en train de cuisiner. Si la personne veut que la cuisson soit rapide, si c'est moi, je vais activer le feu, augmenter donc la température. C'est extrêmement. Donc la température deviendra ici le facteur auquel la vitesse des réactions va donc dépendre pour pouvoir établir ici la réaction. Donc maintenant, si nous voyons des systèmes chimiques qui sont en jeu, au sein desquels les réactions chimiques se produisent, il y a différents systèmes que vous devez connaître. Il y a un système, on dit un système qui est stable ou système cinétiquement inerte. Ça veut dire quoi, ce système? Genre, vous avez associé les réactifs et les produits pour qu'une réaction puisse se produire. Mais vous vous rendez compte que le système que vous avez mis en place est un système qui est stable et cinétiquement inerte. Comment vous allez savoir que c'est un système stable et cinétiquement inerte? On appelle système stable d'abord un système qui n'évolue pas. Le système ne va pas évoluer, aucune réaction naturelle ne peut s'y dérouler. Vous voyez? Donc, vous allez voir, le système reste intact. Aucune réaction ne se produit. Si nous prenons un exemple lié à ça, à ce système, si nous prenons par exemple l'ion-magnésium que vous allez réagir avec le cuivre, aucune réaction ne va se produire, étant donné que l'ion-magnésium et le cuivre sont des réactifs que vous avez mis en jeu. Et lorsque vous prenez par exemple l'ion hydronium provenant spécialement ou principalement ici des acides, le représentant des acides, vous essayez d'agir ça avec l'argent. Aucune réaction ne va se produire. Et donc, l'argent ne va pas s'oxyder. Et du coup, lorsque nous essayons de voir ce qu'on appelle un système cinétiquement inerte, il faut comprendre que c'est un système qui n'évolue presque pas. Genre, la réaction se produit, mais la réaction est très lente, voire infiniment lente. Un exemple de réaction qui sera ici très lente et infiniment lente, si vous voulez par exemple faire la synthèse de l'eau à la température ordinaire,
Genre, vous laissez ça à l'état naturel et que nous voulons faire la synthèse de l'eau, on ne veut même pas ajouter certains éléments qui vont booster la réaction. Vous comprendrez ici que la réaction va se dérouler, mais ça sera extrêmement lente. Un tel système au sein duquel la réaction est très lente, voire infiniment lente, on dit système cinétiquement inerte. Le mot cinétique est lié à la vitesse. C'est extrêmement important. Alors, on va essayer de faire la classification ici des réactions naturelles. Les réactions qui se produisent, comme on vient de voir donc de leur vitesse, nous allons essayer de les classer en fonction de la grandeur de leur vitesse. Parce que si on dit d'un corps, le corps est rapide, vous direz que le corps a une grande vitesse. Ou inversement, si la vitesse est grande, c'est que le corps est rapide. Dans la classification des réactions naturelles, nous allons voir ce qu'on appelle les réactions rapides ou instantanées. C'est une réaction dont l'évolution du système est si rapide qu'à nos yeux, la réaction semble achevée à l'instant même où les réactifs entrent en contact. La réaction semble donc achevée à l'instant même où les réactifs entrent en contact. Vous comprendrez ici qu'une telle réaction est une réaction qui est rapide. C'est le cas, par exemple, de l'acide chlorhydrique que vous voulez ici faire sa dissolution dans l'eau. Lorsque nous prenons l'acide chlorhydrique, on réagit dans l'eau. Au moment où l'acide entre en contact avec l'eau, directement, nous allons voir des précipités blancs caractérisés par la présence des ions chlorures. Et cette réaction se fait de façon instantanée. Ça se produit direct. On dit que c'est une réaction rapide ou instantanée. À part la réaction rapide ou instantanée, nous pouvons aussi voir d'autres réactions. Quelles sont ces réactions? Nous allons voir ce qu'on appelle une réaction lente. Une personne qui est fébrile, la personne essaie de prendre quelques comprimés déférangants ou encore de l'y prendre, il essaie de mettre dans l'eau. Le médicament par effervescence va commencer ici à se décomposer et la personne par ses sens va suivre l'évolution et dans quelques minutes seulement, la réaction va s'achever. C'est raison, une telle réaction est appelée réaction lente. C'est la raison pour laquelle on dit une réaction est dite lente lorsque nos sens nous permettent de suivre son déroulement qui dure de quelques secondes à plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Donc la réaction va toujours s'achever dans des dizaines de minutes. Alors, tel est l'exemple d'une réaction lente. Lorsque nous allons attaquer ici en profondeur, nous allons essayer de voir les étapes des réactions entre les ions iodures et les ions peroxyde disulfate. Il y a les étapes clés à suivre. L'exemple qui se trouve ici, c'est seulement rattaché à la définition. Mais à ce qui intéresse ici, décomposer ces réactions au bac ou encore à l'examen, les étapes à suivre seront obligatoires. Lorsque vous essayez de résumer alors ces étapes, vous allez essayer de passer à côté. C'est la raison pour laquelle, dans la réaction entre les ions iodés et les ions peroxyde disulfate, l'équation bilan sera l'ion iodide est là, va réagir avec l'ion peroxyde disulfate pour donner l'ion sulfate avec le diiode. Le diiode va se former. Et nous allons prendre le temps d'étudier la cinétique de cette réaction-là. La cinétique de la réaction des ions iodures avec les ions peroxyde disulfate, mais aussi les ions iodures avec l'eau oxygénée. On va suivre l'évolution, on va parler de la notion de trempe, on va parler de la décoloration. Tout ceci, ça va être extrêmement important. C'est la raison pour laquelle je vais réserver un cours spécialement sur la cinétique de ces réactions-là. Maintenant, à part l'étude des ions iodés avec les ions peroxyde disulfate, on peut également étudier la cinétique de la réaction entre les ions permanganate et l'acide éthane dioïque ou l'acide oxalique. L'acide éthane dioïque, genre un acide carboxylique qui a deux fonctions carboxylates. Voilà, deux groupes carboxyles. Nous allons essayer de voir ça en chimie organique. Je vais donner l'exemple. Dans la cinétique des ions permanganate avec l'acide oxalique, l'ion permanganate va réagir avec l'acide oxalique en présence de l'acide, donc ça va se faire en milieu acide et il y aura la formation des ions manganèse avec le dioxyde de carbone et de l'eau. Lorsque vous voulez hydrater cette réaction, vous allez obtenir donc avec l'ion hydronium. On a ajouté donc 6 molécules d'eau. Les 6 molécules d'eau avec les 8 molécules d'eau, ça devient donc 14 molécules d'eau.
On a donc ici les deux exemples qui sont rattachés à une réaction lente. Tu peux prendre ici un exemple pour pouvoir faire ici ton étude. Après la réaction lente, nous avons aussi d'autres réactions, les réactions très lentes. Une réaction sera comment? Dite très lente lorsqu'elle ne s'achève qu'au bout de plusieurs heures, voire plusieurs jours. Une telle réaction est beaucoup produite dans notre vie quotidienne. Dans les brasseries, dans les usines de fabrication de vin, la vinification est une réaction d'estérification. Donc, l'estérification ainsi que l'hydrolyse des esters, ce sont des réactions qui sont lentes. Donc, lorsqu'un acide carboxylique s'associe avec un alcool pour former ici l'eau avec l'ester, on parle ici de réaction très lente. Mais on peut aussi voir la réaction de saponification. La fabrication du savon, c'est aussi une réaction très lente. Ça va durer des jours. Et à part ça, nous allons voir ce qu'on appelle les réactions infiniment lentes. Franchement, lorsque tu déclenches la réaction, mon ami, il faut partir. Il faut partir. Il faut attendre pendant des jours, voire même des mois, pour que la réaction puisse se produire d'un iota. Et une telle réaction, c'est lorsque l'évolution du système ne peut être appréciée même après plusieurs jours. Le système est cinétiquement inerte. Par exemple, lorsque vous laissez votre morceau de fer à l'air libre et vous n'avez pas, par exemple, mis de peinture, de vernis, ainsi de pour pouvoir protéger, vous allez voir ici que le fer va commencer à s'oxyder. Le fer va obéir à la réaction d'oxydo-réduction. Quand le fer va s'oxyder, le fer s'oxyde et ça va former ce qu'on appelle de l'oxyde ferrique. L'oxyde ferrique ou l'ARI, ça va se former à ce niveau. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important. Connaissant donc l'évolution des systèmes chimiques, nous allons voir ce qu'on appelle l'étude de la vitesse des réactions. C'est d'ailleurs le cœur de la cinétique chimique. Le premier cœur de la cinétique chimique, c'est savoir équilibrer les réactions naturelles qui vont entrer en jeu. Et dans la seconde partie, savoir déterminer la vitesse de cette réaction. C'est extrêmement important de suivre cette partie. Au niveau des vitesses, nous allons voir deux types de vitesses. La vitesse qui va être évaluée pendant deux intervalles de temps donnés, on appelle ça la vitesse moyenne, et une vitesse qui va ici s'évaluer lorsque les deux intervalles sont trop rapprochés. Lorsque les deux intervalles seront rapprochés, on parlera aussi de la vitesse instantanée. Mais avant d'étudier la vitesse moyenne, il faut d'abord considérer une réaction chimique parce que nous sommes en chimie. Où est la réaction? Au cours de la réaction, on dit il y a le premier réactif avec son coefficient stéchiométrique qui va réagir avec le deuxième réactif avec son coefficient stéchiométrique. Ça va donner donc le premier produit avec son coefficient stéchiométrique avec aussi le deuxième produit et son coefficient stéchiométrique. Qu'est-ce que nous allons dire ici? On va dire que les réactifs là vont réagir, ils vont disparaître et les produits vont se former. Alors, si on veut calculer la vitesse moyenne, il y aura deux types de vitesse moyenne. La vitesse moyenne de disparition de quoi? Des réactifs et la vitesse moyenne de formation des produits. Maintenant, quand on parle de vitesse de disparition, ça veut dire quoi? Nous allons voir cette vitesse moyenne de disparition. On dit la vitesse moyenne de disparition d'un réactif, par définition, égale à l'opposé de la variation de la concentration ou encore de la quantité de matière de ces réactifs par rapport à celle du temps. Ça veut dire par rapport à la variation du temps. Pourquoi? Parce qu'on a dit la moyenne. La moyenne est évaluée ici entre deux temps. La moyenne est évaluée entre deux temps. Alors maintenant, regardez ici les deux concentrations et pourquoi on a mis le signe moins au niveau de la vitesse. On a mis le signe moins parce que la vitesse est toujours positive. Ça, c'est d'abord la logique qu'il faut connaître. Mais au cours d'une disparition, la quantité est présente. Donc, la concentration initiale, elle est grande. Maintenant, au cours de la réaction, comme le réactif est en train de réagir, la concentration diminue progressivement jusqu'à trouver une concentration finale qui est très faible. Pourquoi? Parce que beaucoup se sont transformés. C'est la raison pour laquelle ici, il faut mettre le signe moins. Étant donné que C2 est inférieur à C1 et que le signe moins est affecté de C2, donc la vitesse sera donc positive. Vous voyez? Et après, à part la vitesse moyenne de disparition, il faut connaître la vitesse moyenne de formation de quoi? Des produits. Donc, égal ici, là, c'est le signe plus. Pourquoi? Parce que la réaction va commencer aucun élément n'est formé, donc la concentration initiale est presque nulle.
Maintenant, à la fin de la réaction, la concentration finale sera très grande. C'est la raison pour laquelle ici, on dit C2 est plutôt supérieur à C1. Et il faut que la variation soit affectée de signes plus pour que la vitesse reste toujours supérieure à 0. Certains disent, non, on met moins au niveau de la vitesse parce qu'il y a une diminution et on met plus au niveau de la vitesse parce qu'il y a une augmentation. Et c'est aussi logique, mais ce n'est pas vraiment évident dans le contexte de la physique. Alors, lorsque nous essayons donc de voir ces deux vitesses, nous allons essayer maintenant de les raisonner. Ce raisonnement-là, c'est un raisonnement graphique, mais le raisonnement graphique est facultatif au niveau des vitesses moyennes. C'est uniquement au niveau des vitesses instantanées qu'on va voir ça en profondeur. Mais on va néanmoins représenter le graphe. Pourquoi? Parce que dans la vitesse moyenne, il va vous donner déjà les concentrations ou bien les quantités avec les temps. Maintenant, si on vous dit de calculer la quantité là et la quantité là, avec ici le temps là et le temps là, vous connaissez les deux, vous prenez la variation de la quantité, c'est la variation du temps. Les deux sont connus dans le tableau, vous pouvez calculer. Donc, l'interprétation ici, graphique parfois est facultative, mais nous allons parler alors du graphe. Le premier graphe ici, ça sera le graphe de disparition ici du réactif. Sur ce graphe, vous allez voir ici, premièrement, à l'instant t égal à 0, il y a une concentration initiale du réactif qui est présente et au cours du temps, cette concentration va diminuer progressivement jusqu'à atteindre cette valeur. Vous voyez? Et à partir de T1, on a une concentration C1 et à partir de T2, on a une concentration C2. Vous allez voir que la concentration va diminuer, ça diminue pendant que le temps augmente. Maintenant, à partir de C1, tu procèdes T1, ça se coupe ici. À partir de C2, tu procèdes, ça se coupe ici. Vous voyez? Donc, le graphe ici sera coupé en deux points remarquables. Vous allez tracer une droite joignant les deux points. Donc, la droite là va couper ici le graphe. Si la droite coupe cette droite, vous tracez maintenant une droite verticalement à partir de T1 jusqu'ici et une droite verticalement à partir de T2 jusque-là, une droite horizontalement de C1 jusque-là, une droite horizontalement de C2 jusque-là. Vous allez trouver exactement un triangle rectangle. Maintenant, pour calculer la vitesse à partir de ce triangle rectangle, tu vas tout simplement appliquer la tangente ici. Tu vas donc dire la tangente de l'angle θ égale au côté opposé qui est AH sur le côté adjacent qui est HB. C'est ce qui est là, AH fois HB. Mais dans l'exercice, on va vous donner les échelles. On va vous dire, par exemple, l'échelle des concentrations vaut 1 cm égale à 10 pour moins 3. Maintenant, si de A à H, qui est le côté opposé, tu as trouvé, par exemple, 12,3 cm, tu prends 12,3 cm multiplié par le centimètre qu'on t'a donné, c'est-à-dire 10 pour moins 3. Tu as trouvé la variation de la concentration. Sur la variation du temps, tu mesures la longueur ici avec ta règle graduée. Tu vas, par exemple, trouver 40,3 cm. On dit par exemple sur l'axe des temps, 1 cm égale à 17 pour moins 3 secondes. Donc tu auras 40,3 multiplié par 17 pour moins 3. Tu vas calculer donc ta vitesse de réaction en mol par litre et par seconde. Lorsque maintenant le produit va se former, tu fais la même chose. Le produit se forme parfois même à partir de T une concentration qui est égale à 0. Et de là, la courbe va donc évoluer jusque-là. Et au cours de l'évolution, nous allons voir à l'instant T, on trouve une concentration C1 et à l'instant T2, on trouve une concentration C2. Lorsqu'on trace une droite joignant ici les deux points, la droite va couper donc la courbe en deux points spécifiques. À ces points spécifiques, tu traces une droite horizontalement, verticalement, tu trouves ton petit triangle rectangle ici. Tu appliques aussi la tangente, tu calcules l'échelle comme on a fait au niveau de la disparition des réactifs. Et une fois que tu connais la vitesse moyenne, nous allons voir ce qu'on appelle la vitesse instantanée. À quel moment on parle de vitesse instantanée? Lorsque maintenant les intervalles d'enregistrement sont trop rapprochés, par exemple T1 égale à 2 secondes et T2 égale à 2,000000001 seconde. C'est presque 2 secondes. Donc les deux instants semblent se confondre. Alors si les deux instants semblent se confondre, la vitesse moyenne tend vers une limite qu'on appelle la vitesse instantanée. Et pour trouver cette vitesse instantanée, c'est la dérivée de la quantité ou de la concentration par rapport au temps. Si c'est la disparition, c'est moins la dérivée. Si c'est la formation, c'est plus la dérivée. Mais il y a un problème ici. En réalité, dans notre programme de chimie, en cinétique chimique en vigueur en République de Guinée, à partir d'ici, on ne peut pas calculer directement la dérivée de la concentration parce qu'il y a les déterminations à faire. On va même trouver les fonctions ln là-bas. Ces formules-là sont maintenant hors programme. Comme ces formules sont hors programme, alors qu'on nous demande de trouver la vitesse instantanée pendant un temps t, il va falloir donc déterminer graphiquement cette vitesse instantanée. C'est pourquoi donc je vous invite à suivre avec intérêt cette partie pour pouvoir démontrer comment interpréter graphiquement la vitesse instantanée de disparition et de formation des produits et des
réactif. Nous allons donc voir ici la première représentation graphique. À l'instant t égale à 0, le réactif quitte à c égale à 0. Plus le temps évolue, la concentration diminue, ça diminue jusqu'à atteindre une valeur qui va même s'annuler. Maintenant, à partir d'ici, qu'est-ce qui va se passer? Regardez très bien. On vous dit de calculer la vitesse de disparition, par exemple, de ce réactif à la date t égale à 20 minutes, à la date t égale à 2 jours, à la date t égale à 3 heures, à la date t égale à 17,4 secondes, en fonction de chaque vitesse, quoi. Maintenant, tu prends ce qu'on appelle un papier millimétré. Sur le papier millimétré, vous allez voir ici les petites graduations. Parce que dans les valeurs, vous allez trouver les virgules là-bas. 2,263, 4,466 ou bien 5,192. Vous allez voir ces représentations ici. Faites attention à des échelles. Et si la feuille n'a pas de petites graduations, ça va vous fatiguer. C'est la raison pour laquelle, pour bien représenter ces graphes, on vous donne des papiers millimétrés. Maintenant, avec les papiers millimétrés là, vous allez représenter le graphe. Quand vous représentez le graphe, c'est comme ça que vous allez trouver le graphe d'abord. Une fois que le graphe est déterminé, vous avez le tableau avec vous. Maintenant, on vous dit dans le tableau, vous connaissez les temps, vous connaissez très bien les temps, on vous dit déterminer la vitesse à l'instant t égale à 20 minutes. Vous regardez dans le tableau t égale à 20 minutes. Maintenant, vous revenez sur le graphe. Vous revoyez dans la représentation des temps t égale à 20 minutes. Donc, nous, on prend ici t en rouge. Donc, t égale à 20 minutes. Vous projetez ça verticalement vers le haut. Et vous touchez la courbe en un point spécifique. Il faut tracer verticalement. Parce que tu traces un peu penté à gauche et à droite, tu rates. Parce qu'ici, ce sont les approximations qu'on le fait. Une fois que maintenant tu touches à ce point, tu passes maintenant à la deuxième étape. Quelle est la deuxième étape? Tu vas tracer la tangente à ce point. Genre, ça veut dire quoi? La tangente à ce point. Tu vas tracer une droite qui va toucher le seul point. La droite ne va pas toucher ici, nous toucher ici, ça va toucher uniquement le point là. Nous, on note ça par le point M. Une fois que ça touche là-bas, tu vois, tu as tracé ta tangente, tu vas maintenant mettre un point spécifique là-bas, un point M par exemple. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Sur la droite que tu as tracée, tu trouves deux points lointains. Ça veut dire deux points très éloignés du point où tu as mis là. Et ces deux points doivent être équidistants du point M. Maintenant, quand tu traces un premier point de M en haut et un deuxième point M qui est B en bas, à partir maintenant du point qui est en haut, tu traces en bas verticalement et à partir du point B, tu traces horizontalement, ça va se couper et un triangle va se former. Et si le triangle se forme, tu appliques la même méthode qu'on avait fait là-bas. Tu calcules ici la distance ici en centimètres et tu compares à l'unité. On te dit par exemple l'unité de la concentration, c'est 2 fois 17,3. Mais AH, tu as trouvé par exemple AH égale à 40 cm. Mais on a dit que le centimètre, c'est 2 fois 17,3. Donc ici, tu auras 40 fois 2 fois 17,3. C'est ça la valeur de l'échelle 1. Tu fais aussi la même chose ici. Si l'échelle de temps égale à 20 minutes, 1 minute, donc tu prends la valeur de HB, tu peux trouver par exemple 64. Tu prends maintenant 64 fois 1 minute. Donc tu vas trouver en mol par litre par minute. Tu as calculé ta vitesse instantanée de disparition. Tu fais la même chose si c'est par exemple, si c'était un produit qui se forme. Si le produit se forme, tu fais la même chose, tu traces la courbe, tu trouves d'abord le point que tu as demandé, tu projettes, après tu traces une pente à ce point, tu trouves deux points lointains, tu traces verticalement, tu traces horizontalement, tu calcules les échelles et boum, tu as fini de calculer ta vitesse instantanée de formation et de disparition. Alors, connaissant cela, nous allons voir ici les unités de vitesse. En ce qui intéresse la vitesse moyenne ou instantanée, si c'est la concentration par rapport au temps, vous savez bien que la concentration est en mol par litre. Donc, il y aura mol par litre partout. Maintenant, si le temps est en secondes, ça sera mol par litre par seconde. En minutes, mol par litre par minute. En heure, mol par litre par heure. Souvent, on peut se limiter en jours. Là, il faut laisser ça. De même, si c'est la quantité que tu es en train d'étudier, la quantité est en mol, donc tu auras mol par seconde, mol par minute et mol par heure. Cependant,
En cinétique chimique, une fois que tu as déterminé graphiquement une seule vitesse, tu peux en déduire les autres vitesses parce qu'au cours de la réaction, il y a 4 éléments qui vont entrer en jeu. 2 réactifs, par exemple, et les 2 produits qui se forment. Donc, si tu connais, par exemple, la vitesse d'un seul corps, tu peux en déduire la vitesse des autres. Pour cela, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord considérer la réaction avec les proportions stéchiométriques. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? On dit au cours d'une telle réaction, les vitesses participantes doivent être proportionnelles à leur coefficient stéchiométrique. C'est simple. Donc, tu prends la vitesse de A sur son coefficient, la vitesse de B sur son coefficient, la vitesse de C sur son coefficient, ainsi de suite. Mais comme A et B sont les réactifs, donc les deux vont disparaître. Comme C et D sont des produits, les deux vont se former. C'est pourquoi tu dis la vitesse de disparition de A égale à la vitesse de disparition de B, mais aussi égale à la vitesse de formation de C sur son coefficient, D aussi sur son coefficient. Vous voyez? Donc là, maintenant, tu peux tirer une vitesse à calculer, connaissant déjà une autre que tu as calculée par interprétation graphique ou bien par utilisation du tableau. C'est extrêmement important. En voyant toujours l'étude, nous allons essayer de voir toujours au niveau de la vitesse. Un élément extrêmement important, c'est qu'on appelle ici temps de demi-réaction. Pourquoi on parle de temps de demi-réaction? C'est extrêmement important. Il faut d'abord définir ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Qu'est-ce qu'un temps de demi-réaction? C'est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant, c'est-à-dire le réactif à défaut, disparaît. On prend par exemple la cinétique de la réaction des ions iodures avec les ions peroxydisulfate. On va avoir beaucoup en exercice, beaucoup même. Et maintenant, on vous dit déterminer le réactif limitant. Comment chercher le réactif limitant? Il faut donc comprendre ici. Pour chercher le réactif limitant, il faut toujours utiliser la réaction. C'est très important. Comment on va utiliser la réaction? Selon ce qu'on avait dit, on va considérer la réaction toujours avec les proportions stéchiométriques. On prend les proportions. Les proportions, un c'est la quantité de A, un c'est la quantité de B, de C et D. Maintenant, où on va s'intéresser? On va s'intéresser seulement à A et B. Pourquoi à A et B? Parce que A et B sont les réactifs. Alors que C et D sont des produits, on n'a rien à faire avec les produits. On a dit réactifs limitants. Donc, il faut s'intéresser à ces deux réactifs. Maintenant, l'exercice va te donner les concentrations et les volumes. Si les autres te donnent les concentrations et les volumes, tu calcules les quantités. Quantité égale à la concentration fois le volume. Na égale à CAVA, NB égale à CBVB. Une fois que tu as fini de calculer ici les quantités de matière, tu viens maintenant à ce niveau. Tu divises encore par les coefficients stéchiométriques d'après l'équation bilan de la réaction que tu as effectuée. Il peut y arriver que, par exemple, le réactif A, son coefficient qui est derrière, c'est 2 et l'autre, c'est 3. Maintenant, tu prends la quantité initiale que tu as calculée, tu divises par 2 et l'autre, la quantité que tu as calculée, tu divises par 3. Maintenant, si tu réalises que, après avoir divisé par leurs coefficients stéchiométriques, après avoir divisé donc les quantités par leurs coefficients stéchiométriques, tu trouves que la 1 sur a de NA est inférieur à NB sur son coefficient, si ça c'est inférieur, tu conclus que A est le réactif limitant. Genre, on ne compare pas les quantités ici. On ne peut pas comparer les quantités de matière pour dire non, si Na est inférieur à NB, donc Na est à défaut. Non, non, non. Est-ce que vous savez combien de fois les réactifs là sont répétés en réaction? Donc, c'est la raison pour laquelle on les divise par les coefficients stéchiométriques. Donc, si vous divisez par les coefficients stéchiométriques, vous allez donc trouver que si 1 sur A de Na est inférieur à 1 sur B de NB, alors tu vas dire que A est le réactif limitant. Maintenant, si A est le réactif limitant, tu viens sur le graphe. Quand tu viens maintenant sur le graphe, tu vas faire sa détermination graphique. Pour faire sa détermination graphique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord évaluer la quantité Na ou encore N0 du réactif limitant. Tu as vu? Une fois que tu as calculé N0 égale à C0, V0, bien Na égale à CAVA, c'est ce qu'on a fait conclure. Une fois que tu calcules ça, tu divises ça par 2. Quand tu divises par 2, tu vas trouver une quantité. Quand tu trouves la quantité, tu viens sur le graphe. Tu repères la valeur de cette quantité là-bas. Sur le graphe, tu vas voir, c'est représenté. Si c'est pourquoi je dis qu'il faut utiliser des papiers millimétrés ici. S'il n'y a pas de papier millimétré, tu vas faire des erreurs graves. Donc, quand tu trouves la moitié sur le graphe, tu vas voir, tu fais la projection horizontale sur le graphe. Quand tu fais la projection horizontale sur le graphe, ici, ça va couper le graphe ici. Tu projettes encore verticalement sur l'axe des temps. La valeur exacte que ça va correspondre, c'est le temps de demi-réaction. Donc, les étapes à suivre sont simples. Tu trouves le réactif limitant, tu divises sa quantité par 2, tu projettes sur le graphe,
Quand ça coupe le graphe, tu projettes sur le temps et ça trouve ici le temps de demi-réaction. C'est très facile. Qu'est-ce qui va rendre difficile si tu n'as pas un papier millimétré? Mais si tu n'as pas de papier millimétré, ce n'est pas grave. Tu peux utiliser de la règle graduée. Il faut faire attention avec la règle graduée. Si tu dévies un peu seulement, je ne serai plus avec toi. À part l'étude de la vitesse des réactions, nous allons voir maintenant les facteurs cinétiques. Que veut dire facteur cinétique? Comme on disait par exemple, dans une personne qui est en train de faire la cuisson, pour que la cuisson de cette personne soit rapide, la personne va falloir accélérer ici la vitesse. Et pour accélérer la vitesse, la personne va augmenter un peu la température du feu. Du coup, la température là est un facteur cinétique. Alors, comment on appelle facteur cinétique? Par définition, on appelle facteur cinétique, ce sont des grandeurs physico-chimiques qui peuvent modifier la vitesse d'une réaction. Et ces grandeurs, comme on a dit, physico-chimiques, physique, la température, c'est une grandeur physique qu'on a étudiée en 12e année, c'est une grandeur physique. Chimique, nous allons voir certains éléments tels que la concentration. Ces facteurs sont entre autres la température. Si la température augmente, la vitesse va s'augmenter. Mais quand on va étudier la cinétique, par exemple, des ions iodures avec les ions peroxydisulfate, nous allons étudier une partie qu'on appelle la trempe. Là, on va prendre l'eau glacée, on met dans la réaction, on freine la réaction, on dose la concentration du diiode qui se forme. Mais le fait de verser de l'eau glacée, on chute la température. Donc, température augmentée ou diminuée, ça va influencer la vitesse de la réaction. À part la température, nous avons la concentration des réactifs. Si la concentration augmente, la vitesse augmente. Nous allons voir ça au niveau des catalyses. Lors de la réaction entre les ions permanganate et l'acide oxalique, les ions Mn2+, les ions manganèse formés, vont booster la réaction. Si la concentration des ions manganèse augmente, ça va accélérer la réaction. Et on va parler de décoloration. En plus, les catalyseurs, à l'air présent, la vitesse va s'augmenter. C'est simple, hein? On avait vu au niveau des réactions d'un système cinétiquement inerte. On avait vu par exemple la synthèse de l'eau. La synthèse de l'eau est très lente. Mais si vous prenez par exemple quelques poudres de platine, vous mettez dans cette solution avec l'oxygène et le dihydrogène, l'eau va se former rapidement. Vous voyez, donc ce catalyseur-là va essayer d'augmenter cela. Ou bien quand on finit de manger de la kéké, quelque chose comme ça, les enzymes de notre organisme vont agir, vont digérer, et ce sont également des catalyseurs qui vont accélérer la vitesse de la. Mais si vous buvez de l'eau glacée, vous allez freiner la réaction. C'est la raison pour laquelle les gens disent, ok, maintenant si moi je finis de manger et que moi je ne veux pas que l'aliment soit digéré rapidement, je vais boire de l'eau glacée. En buvant l'eau glacée, puisque la température du corps est de 37 degrés Celsius, l'eau glacée va interagir avec la température corporelle, la température du système de catalyse des enzymes qui est à 37, ça va chuter. Quand ça chute, la réaction se bloque, la réaction se freine. Et d'ailleurs, c'est dangereux. Hein? Et même les radiations aussi sont des catalyseurs, même la pression. Quand nous allons voir par exemple la cinétique du méthanol, le méthanol ici à l'état gazeux, la réaction va se faire sur une très grande pression pour pouvoir se former ici, c'est un corps. On va voir en cinétique du méthanol. Donc, mes amis, nous sommes donc à la fin de cette première partie. N'hésitez pas à nous suivre. Nous reviendrons sur la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, nous allons étudier les catalyses et le mécanisme réactionnel. Et attention, le mécanisme réactionnel, parfois les gens ne comprennent pas. Je vais essayer de comparer les mécanismes réactionnels à la vie d'un couple. Et vous allez très bien comprendre cette partie-là. Et pour l'instant, restez toujours branchés sur nos chaînes, sur nos plateformes. Vous voyez tout ceci en bas. Et on se dit à bientôt pour une